For those looking to avail of the interpretation, the token is RWC-broadcaster. That's RWC-broadcaster. Yes. With my ears.
Great, I need some. Great stuff. Okay, bonjour, bienvenue à la Roland Garros pour la conférence de presse ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023. It is very good to see you all in the room and online. The excitement is building. The fans are ready. France is ready. The teams are here and going through their final preparations, and the stage is set for a fantastic tournament. And today we will provide you with key updates on the eve of this tournament. For the first part of the conference, I'm delighted to be joined by World Rugby Chairman Sir Bill Beaumont, Minister for Sport and the Olympic and Paralympic Games, Amélie Oudéa-Castéra, President of the France 2023 Organising Committee, Jacques Rivol, and President of the FFR, Florian Grill. You're all very welcome. But before we hear from our top table, we're just going to give you a little flavour of what this tournament is all about in a little video. Play the video. We are ready, and I would like to start with Sir Bill Beaumont, Chairman of World Rugby, to give his thoughts on the eve of the tournament. Bill, the stage. Thank you, Dom. Cher Sports Minister, Cher FFFR President, Cher France 2023 President, members of the international media, bienvenue à la Coupe du Monde de Rugby. It was 200 years ago that our sport was born. There could be no better place to celebrate our birthday than here in France. We know that this nation will be magnificent hosts, not just here in Paris, but the length and breadth of a nation that loves major events and loves rugby. We believe the Rugby World Cup 2023 will be rugby's ultimate celebration of togetherness. And why? We've received incredible support from the highest office to the smallest villages. Never has a nation been so ready and so excited to host. We have a record number of international fans. Some 600,000 fans will be coming to experience the best of rugby and the best of France. And we've seen incredible welcomes for the teams, including 12,000 greeting Ireland in tours. I was lucky enough to be in Versailles last night, Paris on Saturday, and Lyon on Friday. They were unbelievable, the welcome and the support from the local community. The stage is set. Now it's down to the teams to perform. And I think it's fair to say that the action will be compelling, spectacular, and unpredictable. Indeed, it will be an event of first. We welcome Chile for the first time. The first time we welcome 3 South American teams, and Portugal making its first appearance since they last played here in France in 2007. We also believe that the Rugby World Cup should be built more than an exceptional event. We should project our values, make an impactful contribution to society, and inspire new players and fans. And I'd like to congratulate our friends at the organising committee, the FFR,
and government for their leading and impactful initiatives under the Rugby Accord banner. Today, I'm delighted to confirm the launch of our We Are Rugby promotion, showcasing the sport's collective commitment as an inclusive, respectful tournament. And as we look to the future and continue to work with partners to create a sustainable, impactful, and equitable global calendar, we can confirm that the top 3 teams from each pool in this tournament will qualify directly for Rugby World Cup 2027 in Australia. We are also committed to continuing to work with our unions and partners in a game to deliver a global calendar and a competitive structure that will enable more nations to have more opportunity to qualify and compete in the Rugby World Cup. But more than that, more about that as the tournament progresses. I would like to thank the French government, the host cities, the FFR, France 2023 Organising Committee, and most of all the fans, the French public, for putting on what will be an absolutely special show. We have enjoyed a superb partnership with everyone involved, from the very highest office to thousands of volunteers ready to make every single game a great experience. So, the stage is set. The teams are ready. France is ready. Let's get this wonderful Rugby World Cup started. Merci. Merci, Bill. Thank you very much. I would now like to invite the Minister for Sport, the Olympics and Paralympic Games, Amélie Oudéa-Castéra, for your opening comments. Thank you, dear Bill. Thank you, President, for this very inspiring word and for your encouragement. Je voudrais vous dire donc du 8 septembre, vendredi, au 8 septembre 2024, qui va marquer la clôture des Jeux paralympiques. Nous allons vivre en tout juste une année calendaire des moments exceptionnels de sport et un moment historique pour la France. Cette Coupe du Monde de rugby, elle s'annonce exceptionnelle et c'est la première que la France organise intégralement sur son sol. 91% des Français soutiennent l'événement, 74% ont envie de le suivre. C'est une grande fierté pour notre pays d'accueillir pendant ces 51 jours les 20 meilleures équipes du monde avec tout leur staff, mais aussi un certain nombre de dignitaires internationaux et plus de 600 000 visiteurs étrangers. C'est une fierté, mais c'est aussi une responsabilité et je voudrais dans cette intervention mettre en exergue 3 dimensions de l'action de l'État à cet égard. Tout d'abord, l'État travaille depuis des mois aux côtés du comité d'organisation France 2023 et avec le soutien de World Rugby pour une organisation aussi irréprochable que possible. La préparation de cette Coupe du Monde, elle a donné lieu à un travail très transversal qui a mobilisé beaucoup des membres de notre équipe gouvernementale sur les différentes dimensions de l'organisation, avec une gouvernance renouvelée au plan national et déclinée territorialement sous l'autorité des préfets. Sur le plan de la sécurité, on fera le point mercredi matin avec le ministre de l'Intérieur dans une conférence de presse dédiée, mais je puis vous dire que nous aurons 5500 forces de sécurité intérieure mobilisées chaque jour, même certains jours jusqu'à 7000, en complément de 5000 agents de sécurité privée à travers les stades des 9 villes hôtes pendant toute la durée de la compétition et en complément des moyens mobilisés par les collectivités elles-mêmes pour la sécurisation des fan zones que seront nos villages rugby. En matière de transport, avec le ministre Clément Beaune et le délégué interministériel aux grands événements sportifs, Michel Cadot, nous avons coordonné un plan national de mobilité décliné par secteur avec les opérateurs de transport, attentifs comme nous au dialogue social, et par territoire avec les préfets. Ce plan de mobilité
comporte un renforcement des effectifs dans les aéroports pour lesquels 600 agents ont été recrutés pour fluidifier les contrôles à la police des frontières, mais aussi dans les gares, avec un plan spécifique mis en place notamment par la SNCF, Gare du Nord, Gare de Lyon, avec des éléments relatifs au cheminement, à la signalétique, à l'information voyageurs, avec la mobilisation spécifique de volontaires. En lien avec le comité d'organisation et les régions, nous avons aussi favorisé un certain nombre de renforts d'offres. Toutes nos régions ont augmenté pour l'événement leur capacité de desserte en train, express, régional, mais aussi en bus et en tramway, avant et après les matchs et entre les stades et les villages rugby, avec une attention dans chaque cas spécifique aux personnes à mobilité réduite. Ces plans de transport ont aussi été élaborés avec la volonté de promouvoir les mobilités durables. Pour la première fois, une mesure exhaustive de l'impact carbone réalisée par le comité d'organisation et 2 objectifs opérationnels que nous nous sommes donnés ensemble, celui pour les spectateurs de 88% de leur trajet réalisé en train une fois arrivés sur le territoire et celui pour les équipes de 80% des trajets réalisés en train ou en bus. Sur le plan sanitaire, une instruction a été prise avant l'été pour organiser le secours sanitaire sur les sites de compétition, mais aussi anticiper les cas de situation sanitaire exceptionnelle, y compris celui d'une canicule tardive. Sur le plan sportif, il nous a fallu aussi gérer des sujets parfois épineux, comme des aménagements de calendrier pour trouver la bonne articulation entre le rugby et le football dans les stades de la Coupe du Monde. Et je veux saluer le travail que nous avons mené avec la Ligue de foot professionnelle, avec l'UEFA et avec la Fédération française de football, qui nous ont aidés dans ce travail pour trouver les meilleures solutions dans l'intérêt supérieur du sport. Deuxième aspect, pour cette Coupe du Monde, l'État n'a pas seulement travaillé sur ces dimensions de l'organisation, mais aussi sur l'engagement populaire autour de l'événement. L'État est d'abord aux côtés des villes hôtes pour l'animation des fan zones, avec notamment un soutien du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire à hauteur de 2 millions d'euros aux 8 marchés du rugby qui nous permettront dans ces fan zones de mettre à l'honneur l'art de vivre à la française, notre gastronomie, des produits du terroir, des produits locaux de qualité. L'État a également mis en place une billetterie sociale avec 5500 places offertes au profit des personnels des établissements de santé qui sont chaque jour en première ligne pour préserver la santé des Français. Un dernier élément sur ce thème, nous avons aussi, grâce à l'engagement du ministère de la Culture et celui de l'Éducation nationale, travaillé avec le comité d'organisation, main dans la main, à faire vivre une aventure exceptionnelle aux 7000 enfants de la Mêlée des Chœurs, en lien avec la maîtrise populaire de l'opéra comique. Ils interpréteront les hymnes, dont 1500 le feront en live pour le match d'ouverture et les 9 matchs de phase finale au Stade de France et à Marseille. Troisième et dernier aspect, l'État a souhaité que cette Coupe du Monde illustre le nouveau modèle d'événements sportifs que notre pays souhaite promouvoir, des événements plus responsables, plus inclusifs et qui laissent un héritage durable, utile. Sur le plan social, j'ai souhaité que le comité d'organisation, à l'image de ce que nous avions fait pour les Jeux olympiques et paralympiques, puisse élaborer avec les partenaires sociaux une charte sociale qui a été signée le 5 avril 2023 pour prendre pleinement en compte tous les enjeux de conditions de travail, de santé, de bien-être des équipes du comité d'organisation, mais aussi de lutte contre toutes les formes de discrimination, d'intégration de clauses de responsabilité sociale et environnementale dans les marchés passés par France 2023 et enfin d'accès des TPE et des PME à ces différents marchés avec sur tous ces points des résultats très probants. Toujours sur le plan social, je voudrais mettre en valeur l'investissement sans précédent consenti par l'État à hauteur de 70 millions d'euros en faveur de la formation de 1400 apprentis dans le cadre du CFA Campus 2023, créé pour l'occasion, apprentis qui sont aujourd'hui sur le terrain, à pied d'œuvre, pour l'organisation, et l'État accompagnera aussi la pérennisation de leurs emplois, notamment pour nos clubs de rugby. Enfin, sur ce plan social, nous apporterons un soutien à la valorisation des compétences des 6300 volontaires engagés pour la réussite de l'événement.
Sur le plan sportif, un soutien de l'État sur le plan matériel avec un investissement de 5 millions au profit des infrastructures du rugby et des actions de formation dans les différents clubs amateurs. Enfin, permettez-moi de souligner que l'inclusion est aussi au cœur de l'ADN sportif de cette Coupe du Monde, puisque pour la première fois, une Coupe internationale de rugby fauteuil se tiendra pendant l'événement avec un soutien de l'État de la moitié du budget de la compétition. À J-4 de l'événement, je voudrais terminer en vous exprimant toute ma confiance. Confiance dans le fait que cet événement va concilier grande qualité organisationnelle, performance sportive, réussite économique et impact sociétal positif. Confiance dans le fait que le monde du rugby français, professionnel, mais aussi et surtout amateur, va en tirer des fruits de long terme. Confiance pour que cette Coupe du Monde comble l'ensemble des spectateurs venus du monde entier et les spectateurs et soude les Français. Et pardon, je ne peux pas m'en empêcher. Confiance aussi dans le 15 de France, cher Bill, ses joueurs, son staff, son sélectionneur Fabien Galtier, à qui je veux adresser mes plus sincères vœux de réussite. Merci. Merci, c'est fantastique. Merci, Minister. I would like now to hand over to the chairman of the France 2023 Organising Committee, Jacques Rivol, for his welcome. Chère Amélie, cher Bill, cher Florian, mesdames et messieurs, bonjour à vous tous. L'histoire du sport, c'est celle des émotions et des rêves collectifs. Un rêve longtemps attendu avec la Coupe du Monde de rugby France 2023. J-4 avant France-Nouvelle-Zélande qui s'annonce un match d'anthologie. L'enthousiasme national n'a jamais été aussi fort. Les émotions collectives à venir sont une évidence. Tous les acteurs de l'événement sont entrés dans une nouvelle dimension. Le meilleur exemple, ce sont les cérémonies d'accueil que nous avons vécues ces derniers jours. Quelques exemples. Plus de 6000 personnes à Rueil pour accueillir l'équipe de France, une équipe de France qui traverse la foule, telle une rockstar dans un concert au Stade de France. Plus de 12 000 personnes à Tours dans un stade pour accueillir l'équipe d'Irlande. Hier soir, avec Bill, à Versailles, nous avons accueilli le Pays de Galles avec une aide d'honneur constituée par plus de 200 jeunes de l'école de rugby de ce club. Citons également l'inauguration du Megastore sur la place de la Concorde avec plus de 200 mètres de queue avant l'ouverture. Les supporters ont fait leurs valises, ils ont réservé leurs hôtels, ils s'apprêtent à faire un tour de France des plus passionnants puisqu'ils resteront en moyenne pour les supporters étrangers 15 jours dans notre beau pays. Aux 4 coins de France, nos 4800 bénévoles s'activent pour leur offrir la meilleure expérience possible. Ce sera une vraie Coupe du Monde ancrée dans les territoires, dans 10 villes et métropoles hautes, et nous mettrons ainsi en avant la richesse et la variété de nos terroirs. Plus de 80% des Français seront à moins de 2 heures d'un match. La force de notre événement, ce sera la capacité à mobiliser toutes les parties prenantes dans une aventure commune. Pierre Villepreux a dit « Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de passagers, il n'y a qu'un équipage ». Cette formule vaut également pour notre comité d'organisation. Avec la Ligue nationale de rugby, nous avons travaillé à l'adaptation des calendriers du rugby professionnel français. La FFR nous a fait confiance pour nous rôder sur l'organisation des matchs de la tournée estivale du 15 de France. Et avec Florian, nous commençons à jeter les jalons de l'héritage qui sera nécessaire pour accueillir l'afflux de licenciés que nous allons enregistrer. Avec World Rugby, nous avons bénéficié de la confiance de la Fédération internationale pour organiser sa Coupe du Monde, une collaboration permise par un grand professionnalisme de tous les instants. Nous constituons vraiment, avec les équipes de World Rugby, une véritable équipe. Les collectivités locales ont répondu présentes pour accueillir des camps de base, et pas uniquement dans des grandes capitales du rugby. Les Sud-Africains seront à Toulon, les Néo-Zélandais à Lyon, mais Perros-Guirec accueillera le Chili, La Baule accueillera les Argentins, le Touquet vient d'accueillir les Anglais. Donc le rugby va s'installer dans tout le territoire. Les collectivités locales nous ont également aidés à déployer des projets engagés. Elles vont organiser des villages de rugby afin de promouvoir une économie durable et circulaire, une alimentation saine et locale. Les organismes de l'État, merci Madame la Ministre, nous ont aidés et ont enfin joué un rôle crucial avec les opérateurs de mobilité, la SNCF, la RATP, Aéroports de Paris, dans l'élaboration des plans de mobilité et de sécurité à nos côtés.
Grâce à tous ces engagements, nous avons pu mettre en place des projets concrets et innovants qu'un événement sportif international n'avait jamais entrepris avec tant d'ampleur auparavant. J'en citerai quelques-uns. Le tournoi national des quartiers. C'est notre idée de sortir des terrains de rugby pour aller dans les quartiers et s'appuyer sur la dimension éducative du rugby. Ainsi, nous nous adressons à 6000 jeunes issus des quartiers à qui nous ferons découvrir les belles valeurs éducatives du rugby. La création de notre propre fonds de dotation Rugby au cœur pour financer des actions sociales autour du handicap santé, de l'éducation et de l'égalité des chances, des actions porteuses de sens liées au rugby en France comme à l'étranger. Un programme très ambitieux de réduction puis de compensation de l'empreinte carbone de notre événement en finançant la plantation de mangroves pour essayer de capter une quantité de carbone équivalente à celle émise par le transport aérien de nos équipes et de nos supporters. De nombreuses actions autour de l'inclusion et de l'accessibilité. Des actions pour lutter contre l'homophobie dans le sport, avec un symposium qui sera organisé pendant la Coupe du Monde, ainsi qu'un tournoi gay-friendly. Une action visant les seniors isolés, afin d'inviter ces personnes à certains matchs de la Coupe du Monde de rugby. Une autre action avec l'association des Petits Princes pour réaliser des rêves d'enfants qui souhaitent assister à un match de rugby. De tout cet engagement sincère est né un véritable engouement autour de la compétition, catalysé par les performances récentes du 15 de France. Madame la ministre l'a dit, les Français souhaitent et attendent cette Coupe du Monde. 90% des Français sont favorables à l'accueil de la Coupe du Monde. Également à noter le grand succès de notre billetterie, puisqu'à aujourd'hui, 1 800 000 de billets ont été vendus et 55% d'entre eux l'ont été à des supporters français. Le succès également auprès des entreprises. 38 entreprises sont partenaires de notre compétition et ils nous aident à co-construire avec nous cet événement, en nous accompagnant en particulier sur tous nos plans d'action autour de la responsabilité sociale d'entreprise. Je citerai également l'engouement de la presse, puisque nous avons enregistré à aujourd'hui 4000 accréditations. L'aventure commence vendredi. Elle réunira le rugby mondial autour de grandes émotions sportives. Ce sera une exceptionnelle compétition sportive de par son imprévisibilité sur l'heureux qui aura le privilège de soulever le trophée Webb Ellis le 29 octobre. Ce sera une Coupe du Monde engagée qui laissera un impact positif et surtout, ce sera une formidable grande fête populaire qui réunira toutes les populations pour célébrer toutes les fraternités. Voilà notre programme pour cette belle Coupe du Monde. Merci. Merci Jacques. And finally, from a Fédération Française de Rugby perspective, President Florian Grill. The floor is yours. Merci, chère Amélie, cher Bill, cher Jacques. Bien sûr, je vais vous dire l'excitation et à la fois la concentration qui est la nôtre, mais vous parler d'abord de l'héritage de cette Coupe du Monde qui me paraît absolument majeur. Pour la Fédération française de rugby, on n'espère pas moins d'une croissance de 20% du nombre de licenciés, 20% du nombre de licenciés, et partout dans l'ensemble de nos 1950 clubs en France. On a pour objectif à terme d'avoir 100 000 licenciés féminines, 70 000 joueuses et 30 000 dirigeantes, entraîneurs, arbitres féminines. Et ça fera partie vraiment de cet héritage qu'on va considérer comme matériel. On a ensuite des postes grâce au programme Apprenti monté avec l'État, le programme Campus 2023 et avec nos amis de France 2023. Des postes salariés qui vont se concrétiser dans le rugby français et qui vont permettre de structurer plus avant les clubs. On a surtout cette dynamisation des territoires, et je ne veux pas oublier les Outre-mer, en se souvenant que quelques joueurs, 5 joueurs à minima des équipes de France sont issus des Outre-mer, des dynamisations des territoires, y compris dans des zones qui sont aujourd'hui des zones d'ombre pour le rugby, des zones où le rugby n'est pas encore suffisamment implanté, et nous on souhaite vraiment relancer le rugby par la base. Et puis, avec le soutien de l'État également, et Amélie en parlait, on a l'amélioration des installations, et notamment toutes les questions qui touchent à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ou à la féminisation, puisqu'il y a un vrai enjeu de construire des vestiaires féminins aussi qui permettent d'augmenter le maillage en club qui propose de la pratique féminine, qui nous paraît être un enjeu absolument considérable pour l'avenir du rugby français. Ça, c'est pour l'héritage matériel. Mais je ne veux pas oublier l'héritage plus immatériel, qui me paraît également très conséquent. La première des choses, c'est
cette équipe de France, et pardon de parler de nos Bleus et pas simplement de l'ensemble de la Coupe du Monde, elle a la capacité à donner le sourire au pays. Elle a la capacité à enthousiasmer. Elle a la capacité à nous montrer qu'on peut être ensemble, qu'on peut faire nation, pour reprendre les mots du président de la République. C'est vraiment voilà, peut-être la plus belle des missions, et je pense que les joueurs et l'ensemble du staff sont complètement habités par cette mission et ont compris la dimension que ça peut représenter pour le pays. Ensuite, moi, je ne veux pas pour autant oublier les clubs du quotidien, les 1950 clubs de France qui, localement, font également nation, parce qu'ils créent du lien entre les individus, ils permettent à des gens de toutes les origines, de toutes les religions, de toutes les conditions socio-professionnelles de se croiser, de se mélanger. Voilà. Et ces clubs du quotidien, je veux profiter de la Coupe du Monde et de la médiatisation de cette Coupe du Monde pour mettre en valeur le rôle sociétal qu'il joue, parce qu'il ne joue pas simplement un rôle sportif, il joue un rôle éducatif. Je pense que le rugby, né il y a 200 ans à l'école, apprend les valeurs de respect essentielles à la société et au vivre ensemble, apprend les valeurs de solidarité, apprend les valeurs de loyauté, en plus de l'esprit d'équipe. Et c'est vraiment l'occasion de mettre en avant le rôle sportif, le rôle éducatif, mais aussi le rôle citoyen des clubs. Et puis, dans l'héritage immatériel, et j'en terminerai par là, on veut aussi installer, et on finira par le mettre dans les statuts de la Fédération française de rugby, le principe qui est celui d'une fédération à mission. Nous, on est convaincus que la fédération n'a pas que cette dimension sportive, qu'elle joue un vrai rôle sociétal. Et nos clubs, les 1950 clubs, les comités départementaux, les ligues régionales, ont tous créé et on va développer des sections de rugby adaptées pour des jeunes en situation de handicap, parce que le handicap fait partie de la vie et qu'il a sa place dans nos clubs. Des sections de rugby santé pour des problématiques comme le cancer, pour des problématiques comme le diabète. Tous les clubs peuvent accueillir des enfants, filles ou garçons en surpoids. Chez nous, ils trouveront une deuxième famille. C'est pas forcément dans le rugby un défaut, au contraire, et on les accueillera très volontiers. Et on sait à quel point l'obésité est un fléau pour la société et le coût que ça peut représenter pour la collectivité. On a des clubs qui ont la capacité à aller dans les quartiers prioritaires de la ville, à aller dans les zones de revitalisation rurale et y jouer un vrai rôle de citoyenneté locale. On a des clubs qui montent des opérations de job dating en partenariat avec l'État d'ailleurs, pour les demandeurs d'emploi longue durée, avec des taux de retour à l'emploi qui sont absolument exceptionnels. Voilà, c'est tout ça. On a des clubs aussi qui interviennent sur les problématiques d'inclusion, qui luttent contre les discriminations, le racisme, l'homophobie, la transphobie. Tous ces sujets-là sont adressés par les clubs qui sont des acteurs essentiels de la société et du bien vivre ensemble. Voilà, notre héritage immatériel, ce sera aussi le fait de construire cette fédération à mission que nous appelons de nos voeux. Et puis, très bonne Coupe du Monde à tous. Et puis, laissez-moi le dire, allez les Bleus. Merci, President. Some fantastic commitments and initiatives, both for this tournament and also in the future, from all of our top table panelists. I'd like to thank you again. If you wouldn't mind, please taking your seats on the front row. Merci. Merci. Okay, while we're getting the top table set up for part two, as Bill referenced, today we're launching our We Are Rugby campaign, which showcases the positive values and behaviours that will typify this tournament, this wonderful tournament in France. And to give you a world premiere and a little flavour of what to expect over the next 7 weeks, we have a short video for you. Nous jouons au rugby parce que c'est un sport sans équivalent. We play for many reasons. For our families. For our nation. For l'honneur. For pride. For the highs and lows. For enjoyment. For competition. To win. Now it's time we compete for something bigger. Equal access and opportunities. Our planet and future generations. Togetherness in unity. We know how to tackle a challenge together. And it's up to us to set the pace. It starts with me and you. From our hearts, from our communities. Mais ensemble, nous pouvons faire partie de la solution. Let's set an example. Inspire the next generation on the field and off the field. We play to win.
a better future for all. We are. We are. We are rugby. Noi siamo rugby. We are rugby. Nous sommes le rugby. We are rugby. And you'll be hearing a lot more about this as the tournament progresses and seeing that video in Stadia broadcast across our social channels. So we're delighted to be sharing that with you this morning. So now on to part 2 of our tournament opener. And I would like to introduce our next set of panelists, France 2023 Deputy CEO, Martin Nemetschek, Rugby World Cup Tournament Director, Michel Pousseau, and World Rugby CEO, Alan Gilpin. If you can take your seats, please. Thank you. Welcome. Okay, you have your interpretation on the table there as well. Hopefully that's working, otherwise it's going to be an interesting session. Okay, let's get started. Michel, ça va? Yes, ça va très ready? bien, merci. Ready. Good, fantastic. I don't know if the glasses have been changed, but yes, no. So we're almost at the tournament, Michel. Teams are being welcomed. Final preparations for the teams, final preparations for France. We've got the world's media here joining us and around the country. What's your assessment just a few days out from the start of the tournament? Merci Dom, bonjour à toutes et à tous. Et si c'est d'accord pour tout le monde, je vais parler en français. C'est évident qu'il y a un certain nombre de sentiments qui se mêlent en moi au moment d'approcher du début de ce tournoi. Le premier d'entre eux, il est autour de notre responsabilité, la mienne individuellement dans mon rôle, mais évidemment la nôtre en tant qu'organisation. La responsabilité de ne pas décevoir et surtout de tout mettre en œuvre pour que tous les acteurs de cette compétition, vous les médias en particulier, mais évidemment aussi les équipes, évidemment aussi nos fans, que tout le monde puisse profiter dans les meilleures conditions de ce tournoi qui approche. Comme vous le savez, préparer une Coupe du Monde de rugby, c'est beaucoup de travail, beaucoup de planification avec un nombre important d'acteurs différents. Le panel précédent les a cités, mais je voudrais également, en mon nom, remercier l'État français qui nous a soutenus tout au long de cette aventure et bien évidemment France 2023, présidée par Jacques Rivoal, mais dirigée par Julien Colette, qui n'est pas avec nous ce matin, et Martine Nemetschek, la directrice générale adjointe. Et derrière eux, le staff de France 2023 qui a fait un boulot phénoménal depuis de longues années pour préparer ce tournoi. Donc c'est ça mon premier sentiment. Et le deuxième, il est peut-être un petit peu plus léger et il est lié à l'excitation qui est la mienne, mais l'excitation qui est celle de beaucoup dans cette salle et des fans de rugby du monde entier. L'excitation et l'attente que ce tournoi démarre. Nous serons prêts vendredi pour démarrer ce tournoi et en faire une 10e édition absolument mémorable. Les fans se préparent, ils se préparent à vibrer dans les stades, ils se préparent à vibrer dans les villages rugby, ils préparent leur calendrier des matchs et comment est-ce qu'ils vont assister à chacun de ces matchs-là. Les équipes aussi se préparent, on sait qu'ils prennent leur marque, certains sont déjà là et ont commencé leur session dans leur camp de base. Et déjà, on se rend compte que quand vous mettez les deux ensemble, on a des moments incroyables. Le président Rivoal a évoqué un certain nombre des cérémonies officielles d'accueil des équipes. J'étais moi-même j'allais dire Dublin, non, j'étais à Tours avant-hier et on a déjà vécu des moments incroyables de célébration, de partage d'émotions, d'avoir nos fans en même temps que les équipes au même endroit. Et tout ça, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend pendant ce tournoi. Voilà pourquoi je suis particulièrement excité qu'il démarre enfin. Clearly you are excited. There's such passion that you're talking about the tournament. You've been to a few Rugby World Cups in different capacities, Michel. Every World Cup has its own characteristics. What do you think will define this tournament? What's going to be special about this tournament in France? Je pense qu'il y aura tout au long de ce tournoi un certain nombre de moments iconiques, de moments tout à fait spéciaux. Et d'ailleurs, on en a déjà eu quelques-uns de ces moments spéciaux. Je repense avec beaucoup de plaisir aux célébrations qui ont entouré les 100 jours qui nous séparaient du début de l'événement. On a l'impression que c'était il y a quelques années, mais non, c'était uniquement à la fin du mois de mai. Plus près de nous, on a effectivement ces accueils officiels des équipes qui ont créé des moments incroyables, je viens d'en parler. On a, dans quelques jours maintenant, ce premier match que tout le monde attend, dont on a la chance qu'il soit déjà légendaire avant même d'avoir été joué, ce qui est assez incroyable. Si chacun d'entre nous dans cette salle essaie de se rappeler quel était le match d'ouverture de la Coupe du Monde au Japon ou même de la Coupe du Monde en Angleterre, je ne suis pas sûr que ce soit si frais dans les mémoires. Ce match-là, on sait qu'il est déjà particulier et c'est une grande chance pour notre tournoi.
En même temps, j'ai envie de dire que le tournoi ne se résumera pas à ce premier match, c'est une évidence. Il y a 47 autres matchs, il y en a 7 dès le premier week-end, ce qui est assez colossal. Et ces 47 autres matchs, tout comme le premier, vont permettre de créer leur propre histoire, vont générer des moments de passion, de communion, d'amitié, de vibration. Et c'est notre ambition en tant qu'équipe qui prépare le tournoi. Donc, je pense que des moments phares, il y en aura beaucoup, à commencer par le 8 septembre et évidemment le 28 octobre, et qu'au milieu, on va vivre énormément de moments de communion entre nos fans, nos joueurs et la France entière. En tant que Français, je suis particulièrement fier et honoré d'être impliqué dans cette magnifique aventure. Et je sais aussi, je veux le dire à ceux d'entre vous qui ne sont pas français, je sais aussi que la France est prête à accueillir le monde et à lui montrer ses meilleurs visages. Donc voilà, encore une fois, vivement que ça démarre. Merci, Michel. Martine, from an organizer's perspective, how are the energy levels with 4 days to go? And what can we expect on this massive opening weekend? Bonjour à toutes et à tous. Ce week-end, évidemment, c'est l'ouverture de la compétition. On va démarrer vendredi soir à 20h et pour 20 minutes en présence du président de la République, Emmanuel Macron, avec cette cérémonie d'ouverture lors de laquelle on va raconter une histoire extraordinaire qui va mettre en scène 30 personnalités reconnues de la culture française autour de l'acteur Jean Dujardin. L'histoire qui va être racontée pendant ces 20 minutes, c'est d'abord un hommage au rugby, et à ses valeurs, mais aussi un hommage à la France et à son savoir-faire. Et puis évidemment, il y aura ce match que tout le monde attend. Si cette cérémonie d'ouverture sera un élément clé, évidemment, de notre programmation pour le premier week-end, sera aussi l'occasion pour toutes nos équipes qui ont travaillé très dur d'être en situation, puisque Michel l'a dit, dès le premier week-end, 7 matchs vont se jouer dans 5 des 9 stades de la Coupe du Monde. D'ici ce soir, les 20 équipes seront arrivées dans leur camp de base et nous aurons déjà activé 11 de nos 27 bases sites de match. Donc cette organisation, toutes les installations médias, toutes les installations de diffusion sont prêtes à accueillir les médias du monde entier. Les villages rugby ouvrent en majorité ce week-end également. Donc ce week-end, eh bien écoutez, c'est le moment où cette Coupe du Monde devient réalité sur le terrain. Merci. And of course, it's not just the people in this room who've been speaking today who deliver this tournament. There is a whole host of people involved in the delivery of the tournament. Can you give us an idea of the scale of Rugby World Cup from a volunteering perspective, but also from the latest ticket sales and fans anticipated in the stadium? Yeah. Concernant la billetterie, en comptant notre programme de billetterie sociale, nous avons mis à disposition 2,5 millions de places dans les stades. Il reste quelques hospitalités à vendre pour certains matchs, mais toutes les places grand public ont été vendues. 1,8 million de places ont été vendues. Tous les jours, des billets sont remis en vente via notre plateforme de revente officielle depuis le mois de janvier, et ce sera possible jusqu'à 24 heures et jusqu'avant le dernier match. À date, c'est 150 000 billets qui ont déjà été échangés sur cette plateforme. La billetterie a connu un immense succès en France. On l'a dit, 55% des acheteurs sont des acheteurs français et nous attendons 600 000 visiteurs étrangers pour l'événement. En termes d'organisation et au regard des différents acteurs impliqués, on l'a dit, cette compétition, c'est d'abord une compétition sportive. Donc, c'est 20 équipes, c'est 660 joueurs, c'est 400 membres du staff que nous accueillons, que nous hébergeons, que nous transportons. C'est, par exemple, 65 000 nuitées pour les organisateurs et les équipes. Pour encadrer ces équipes, et c'est notre mission première, nous avons mobilisé 4 800 volontaires, en plus de ceux, environ 1 500 volontaires qui sont déployés par les collectivités hôtes elles-mêmes
Et puis, les 232 salariés du GIP sont évidemment mobilisés, nos 1300 alternants campus également. Tout le monde attend. Effectivement, ils sont déjà au service des équipes sur ces camps de base, sur ces bases sites de match et pour leur mouvement intermédiaire. Nous attendons un fort impact, on l'a dit, sur l'économie locale. C'est plus de 17 000 emplois qui seront créés autour de ce tournoi. C'est un événement international aussi. Je crois que le nombre de téléspectateurs annoncés est de l'ordre de 900 millions dans le monde. Donc nous sommes prêts et nous avons hâte d'être au Stade de France vendredi soir à 20h. Merci. Merci. And one final question for you, Martine, in terms of, you referenced Team 23, you referenced the record pre-tournament ticket sales. From a fan perspective and their experience, what can they expect over the next 7 weeks? Ce que nous avons préparé pour les fans, c'est une expérience la plus agréable et la plus mémorable possible. Nous avons travaillé sur différents projets. D'abord, l'information aux spectateurs qui est essentielle grâce à un programme ambitieux de mailing, de webpages dédiées, programme de signalétique autour des stades. Nous communiquons quasi en permanence avec les détenteurs des billets pour leur donner toutes les infos pratiques en termes de mobilité, mais aussi en termes de programmation, en termes d'animation. On leur donne rendez-vous à une heure précise, à un endroit précis pour tout ce qui précède et ce qui entoure évidemment les matchs. On leur donne rendez-vous dans ces villages rugby, toutes les zones de célébration que chacune des villes hôtes a mises en place. Et puis, on associe aussi le public aux cérémonies d'accueil des équipes. On l'a dit, elles y sont très sensibles et ça se passe déjà dans tous les territoires. On a encore des cérémonies d'accueil aujourd'hui, demain. Et on a vu encore une fois l'engouement populaire auquel je pense l'ensemble des équipes est particulièrement sensible. À Toulouse, hier pour les Japonais, à Tours pour les Irlandais. Et nous continuons de les accueillir avec cette touche française que nous souhaitons mettre en avant partout. Merci. Merci, Martine, and bon tournament. Alan, finally coming to you from a World Rugby perspective, looking at the future here, how important is France to springboarding World Rugby's growth mission into the future and a new era of Rugby World Cup hosting? Thanks, Dom. Bonjour à tous. Really important. I mean, I think we're about to have a really special moment in rugby's history and rugby's journey. Bill referenced it. You know, rugby's 200 years old this year, so this is rugby's 200th birthday party. And like any great party, you need a great host. We've got a great host. Thank you to Jacques and Martine and the team. It's easy to forget that a lot of the planning for this tournament was done in the middle of a global pandemic. So to be at the stage we're at with the excitement we've got is truly amazing. And I'm a bit of a veteran of these things now. And I don't think there's ever been a Rugby World Cup, ever been an event in rugby that's been as eagerly anticipated with the excitement that's building, not just here in France, but around the world for this tournament. So, it's a really important moment. We've got great guests coming to our great party. The teams are incredibly well prepared. Bill mentioned it. We've got 3 South American teams for the first time. They'll bring a different flavour to the tournament. Chile as debutants in a Rugby World Cup. Portugal back for the first time since Rugby World Cup 2007. And we've got a lot of guests coming from overseas to watch those teams. So, and like any great party, we need that bit of magic, that great entertainment. And I think, again, we're going to see 48 very, very special games. If the quality of the rugby in the last couple of months is anything to go by, we're going to see some really, really entertaining matches. And that's the important part of, I think, this moment in time for us as we, like every sport, look to make our great game more accessible, more relevant to more fans around the world. And nothing does that like a Rugby World Cup. We saw a part of that last year in a spectacular Women's Rugby World Cup in New Zealand. I think we're going to see the biggest engagement of any rugby event ever for this tournament. And that allows us to springboard forward and to really use this moment, use this great platform as a growth driver for the game, for boys and girls, men and women around the world to enjoy rugby, either as spectators, hopefully more people to take up the game. We've just announced, increases in participation in rugby around the world since the pandemic. That's fantastic, but there's a lot more to do. Yeah. And this is a real moment that will allow us to really take that next step.
And just putting you on the spot, what would success look like in 7 weeks' time? There's a lot of different versions of that, isn't there? I think for us, success looks like a great tournament with great rugby, with excited fans. I was lucky to be part of a Rugby World Cup here in 2007. I think France puts on a great show, is a great major event host, as we know. You know, and just not just in the matches, but that atmosphere that surrounds the event. I think success is what happens on the field, but everything around that. And, you know, hopefully, you know, some great rugby that people remember for a lifetime. Thanks, Alan. Thanks to everyone on our top table. We're just going to take a short break of 1 minute whilst we change the top table. So if our panelists would like to leave the stage, we'll turn the table over and then invite everyone back on for questions from the floor. Merci. Just a reminder that after the conclusion of this session, we'll have a broadcast mix zone over at the main media centre as well. So we'll bring our speakers through to that. And also just a reminder on housekeeping whilst we get the top table set up. If you have a question, we'll be going first to questions from the floor. If you have a question, please raise your hand, wait for the microphone, introduce yourself before asking your question. We'll then take questions from the online community. And again, just a reminder for those who are watching online, please do pop your questions into the chat function. And again, just a reminder, interpretation is available. If you haven't scanned the QR code and put in the code RWC, or sorry, the token, capital RWC/broadcast, then that will enable you to access the session. Thank you. I think we just need a couple more interpretation devices first. Okay, I'd like to invite all of our panelists and speakers back onto the stage. Thank you. Merci, Bill. Monsieur. Okay, it's a little bit of a squeeze on that top table. So it's cozy. Okay, we'll go straight to questions from the floor. Please do raise a hand. We'll come here first, just on the second row. Thank you. Please do introduce yourself. Vous voulez que je me lève? Level. Non, bon. Bonjour, Bruno Fraioli de sportbusiness.club. Alors, j'ai deux questions, si vous le permettez. La première, c'est sur les transports, l'environnement. Vous avez beaucoup insisté dessus. Pensez-vous que pour un événement comme cette Coupe du Monde, les transports, le transport vertueux a été optimisé? Et est-ce que dans un pays comme la France, justement, les structures sont suffisantes pour pouvoir avoir les meilleurs transports vertueux? Je parle de train, évidemment. Et puis ma deuxième question concerne un de vos partenaires. Craignez-vous des opérations
mobilisation anti-totale. Il y a Greenpeace qui a lancé un mot d'ordre. Est-ce que vous craignez qu'il y ait des opérations par des activistes lors des matchs? Merci. Deux questions. Première question à Jacques et Martine. Je vais prendre en tout cas la première réponse sur les plans de transport. Vous m'entendez correctement? Bien sûr. Oui. Si? Ok. Donc, je le disais tout à l'heure, on a réalisé pour la première fois une mesure exhaustive de l'impact carbone et on sait aujourd'hui que 85% des émissions de cet impact carbone, il est lié aux émissions déplacements internationaux. Donc ça, c'est une difficulté structurelle. On sait que nos 20 équipes viennent de l'entièreté de la planète. Donc le coût carbone de ces déplacements est élevé, 85% de l'impact, 15% pour le reste de l'organisation du tournoi. Et c'était donc d'autant plus important pour nous, une fois l'arrivée sur le territoire sécurisé, opéré, de favoriser au maximum l'usage du train. Et je vous ai donné tout à l'heure le chiffre de 88% pour les spectateurs et de 80% pour les équipes. On a en effet anticipé avec Clément Beaune et en très bonne collaboration avec les équipes des régions, mais aussi bien entendu le comité d'organisation, tous les surcroîts de pression que nous allons subir dans les transports. Et notamment a été menée sur le plan national une belle anticipation des ouvertures de trains. Vous savez que la SNCF, la RATP sont deux opérateurs partenaires de l'événement ainsi que ADP, ce qui aide aussi. Et donc cette anticipation, elle nous permet d'avoir un taux d'occupation des trains qui est de l'ordre de 75%, donc un bon remplissage bien anticipé, mais pas de risque de saturation. Et dans l'ensemble des 9 villes hautes, on a dans le plan national de mobilité formalisé les renforts de TER, de tramway, de bus. On a également prévu des dispositions spécifiques pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, la communication en temps réel aux voyageurs et des plans de délestage si des difficultés venaient à se produire sur certains systèmes de transport. C'est la première fois qu'on fait un exercice de cette envergure, aussi complet, aussi granulaire, aussi partenarial. Et je veux vraiment saluer l'action collaborative qui a été menée. Je crois qu'on est très professionnel dans la manière dont tout ceci a été piloté. Alors, je peux peut-être prolonger la réponse sur, effectivement, c'est pour nous un vrai défi, l'empreinte environnementale d'un grand événement sportif. Donc, comme l'a dit la ministre, on a deux types d'émissions carbone. Il y a celles qui sont liées à l'organisation même de l'événement, qui sont plutôt marginales, hein, entre 10 et 15%, c'est ce qui vient d'être mentionné. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? On a mis toute une série d'actions en place, qui vont au-delà des plans de mobilité sur des mobilités douces. Mais donc, on a mis en place une politique d'achat responsable, on a mis en place une politique de traitement des déchets très, très ambitieuse, puisqu'on va équiper tous nos stades d'un traitement biflux. C'est ce que vous avez ici, là, les poubelles qui permettent de trier. On a la moitié de nos stades qui n'avaient pas ce type de poubelles biflux. On s'engage à retraiter, à recycler les excédents alimentaires dans nos prestations de restauration, avec un partenariat avec la Fédération des banques alimentaires. Il y a 2 300 000 foyers en France qui souffrent de malnutrition. On va les aider. On a fait également des actions très symboliques comme la production, la fabrication des médailles à partir de téléphones recyclés avec notre partenaire Orange, etc., etc. Donc ça, c'est le premier type d'action pour optimiser l'organisation de l'événement, sachant que le premier point, c'est que nous, on reprend essentiellement des stades existants déjà, modernes. Nos 9 stades, il n'y a pas eu d'investissement lourd, donc qui génère d'empreinte carbone pour l'organisation de l'événement. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, donc les déplacements, les 600 000 visiteurs étrangers, les équipes, c'est effectivement ça qui rejette le plus d'émissions carbone. On les a chiffrés pour la première fois, et ça a été certifié par l'ADEME, travail fait à partir d'un cabinet extérieur qui s'appelle Terre d'Aventure. On les a estimés aujourd'hui à 350 000 tonnes de CO2. Et ça, c'est notre défi, c'est comment assumer cette responsabilité, de dire comment compenser, idéalement même absorber, idéalement la totalité de ces émissions carbone. Donc nous, on s'est donné un budget. Dans le budget du GIP, il y a une ligne budgétaire. On a mis 1 million d'euros
sur cette action. Et après, ce qu'on veut faire, c'est mobiliser, fédérer l'ensemble de nos parties prenantes. J'ai écrit à tous nos sponsors, j'ai écrit à toutes les collectivités territoriales, aux ambassades, aux agences de voyage, aux fédérations, pour qu'elles nous aident en contribuant financièrement, en nous apportant un soutien financier pour essayer de se rapprocher idéalement de 100% de compensation ou d'absorption carbone, sachant qu'on veut être plus efficace que la compensation, on veut absorber en investissant dans des puits carbone les plus efficaces, qui sont les mangroves. La mangrove, c'est 5 à 10 fois plus efficace en termes de captation carbone que les forêts amazoniennes. Donc voilà la belle démarche qu'on a initiée sur l'aspect environnemental. Après, pour répondre à votre question donc sur notre partenariat avec Total Energy, il faut que vous compreniez que dans le business model d'un grand événement sportif, nous avons besoin de sponsors. Comme notre Coupe du Monde se déroule en France, on sollicite essentiellement des entreprises françaises. Les 2 tiers de nos sponsors sont des entreprises françaises. Dans ce contexte-là, Total Energy est une grande entreprise française qui est un peu inévitable. Total Energy a de plus un partenariat avec le rugby historique, puisque Total Energy accompagne le club de Pau en France depuis l'année 1986. Donc voilà pourquoi on a fait ce partenariat avec Total Energy, qui par ailleurs nous accompagne sur toutes nos actions, enfin sur un certain nombre d'actions liées au plan de responsabilité sociale d'entreprise. Total Energy est le partenaire de notre tournoi national des quartiers. Grâce à Total Energy, on va proposer une application de covoiturage. Et je peux vous annoncer, c'est tout récent, ça date d'hier, que Total Energy nous aidera également sur notre programme que je viens de mentionner d'absorption carbone. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce plan-là. Merci. Next question. Just there, then there. Oui, bonjour, Julien Préto, agence Reuters. Une question pour Madame la Ministre. Vous avez parlé de fluidifier parler des transports. Est-ce que des mesures spécifiques ont été prises pour fluidifier la ligne 13 du métro, qui est le cauchemar de tout Parisien, notamment avant le match d'ouverture de vendredi? Et ensuite, je voulais continuer sur la question de mon collègue sur Greenpeace. Est-ce que des mesures particulières ont été prises, notamment avant le match d'ouverture, pour d'éventuelles actions militantes? Et aussi, quelles leçons ont été tirées du fiasco de la finale de la Ligue des Champions de 2022, dernier événement en mondiovision, en fait, on va dire, au Stade de France? Alors, oui, absolument. Dans le cadre des renforcements d'offres, on aura bien les jours de match, un renforcement des lignes B, des lignes D, de la ligne 13, et on aura également une démarche spécifique consistant aussi à essayer d'emmener une part du flux davantage que ça n'est le cas traditionnellement sur la ligne 12 pour avoir une meilleure répartition. On a également des dispositifs spécifiques qui seront prévus pour certains jours de match, notamment lorsque le 15 de France va jouer au Stade de France, avec un dispositif nuit festive qui permet d'avoir là aussi des renforts d'offres pour le retour vers Paris. On a aussi, je le rappelle, la mise en place maintenant depuis quelques mois du centre de commandement stratégique qui permet autour du préfet de police d'avoir une approche très coordonnée entre les opérateurs de transport et un certain nombre de forces de sécurité pour que cette dimension hyper importante de sécurité au cœur des transports soit également mieux assurée. Et pour le reste, oui, je crois que nous avons vraiment fait un travail gigantesque depuis plus d'1 an pour tirer toutes les leçons de ce qui s'était passé au Stade de France, qu'on a vraiment revu la doctrine de sécurité, la formation et l'articulation avec les agents de sécurité privés, le déploiement aussi d'un certain nombre d'opérations de prévention de la délinquance que Gérald Darmanin a souhaité projeter sur le terrain, avec maintenant un reporting quotidien qui se fait de ces opérations dans le cadre du commandement national et de sa coordination stratégique, le CNCS, sur lequel nous aurons une visite de terrain mercredi avec le ministre de l'Intérieur pour justement démontrer cette action et cet impact. Si on tire aussi les autres leçons de tout ça, j'ai évoqué la dimension de gestion des flux, l'importance de la qualité de l'information voyageur en temps réel, ce Travel Demand Management qui permet, si jamais, pour des raisons sociales, une perte d'offres liée à des mouvements de grève s'opère sur une
des lignes, il puisse y avoir les bons reports et la bonne capacité d'anticipation pour les spectateurs. Puis enfin, vous savez que dans le cadre de la loi olympique du 19 mai dernier, on a aussi adopté un certain nombre de prescriptions sur l'utilisation d'une billetterie nominative, dématérialisée, infalsifiable pour les grands événements sportifs. La Coupe du monde de rugby est déjà à ces standards, bien entendu, de la même façon que nous avons créé un certain nombre de nouveaux délits, par exemple, pour l'entrée par force ou par fraude dans un stade ou le délit d'intrusion sur l'aire de jeu. Donc, sur tous ces éléments, on a vraiment essayé, je voudrais compléter par l'élément de gouvernance que j'évoquais dans mon introduction tout à l'heure, avec un comité national que nous présidons avec Gérald Darmanin, des instructions qui ont été passées à plusieurs reprises aux équipes localement pour elles-mêmes décliner ces modes opératoires transversaux et faire en sorte, encore une fois, qu'on ait le bon niveau d'anticipation et le bon niveau de coordination. Just here. Hi there, I'm Alex Bywater, Daily Mail. Alan, can I ask you, there was a lot of confusion this summer for rugby fans about the disciplinary process, particularly around the Owen Farrell incident. Have sort of lessons been learned from World Rugby, and are you confident that there won't be repeats of that at obviously a big event like this? Thanks, Alex. I think, yes, we're confident. I mean, I guess we're never complacent with these things. Obviously, we've introduced and implemented the foul play review bunker through Super Rugby and then into the summer games for Rugby World Cup warm-up matches. And that anytime you're introducing new processes and procedures, there's always going to be some learnings, and there has been. I think the key difference for us when we come into the tournament is that we get to control the process much more. So everything from the way the television pitches are shared with the relevant officials through to the disciplinary process is obviously all under one set of controls, and that gives us the confidence, I think, that we can make sure it's not confusing for players and it's not confusing for fans. And just on that, there'll be an update on the disciplinary process, walking through how that will work in our operational session this afternoon. So hear a little bit more about it later. Next question, next to you. Good morning, buen día. For Mr. President Bill Beaumont, Hernando de Cilia, Rugby Champagne, Argentina, what does the participation of 3 South American teams mean for World Rugby? Well, I think it's a great achievement by Chile to qualify. They came through a tough process to qualify, and they succeeded. And I think it shows the investment that had been made by World Rugby in South America. I think a great lead from Argentina, who obviously are the major force in that area. But I think we've seen how Uruguay have been very, very competitive. We now see Chile in their first World Cup, and I think this is what we're about. We're about the global game. We are World Rugby. So 200 years ago, when it all started, I think we have come a long, long way, and especially in South America, in a very short space of time. So we are looking forward to the participation of all the South American teams, but especially Chile in their first World Cup. Thanks, Bill. Next question. Good morning, Lisette Raymer here from New Zealand Television News Hub. First question, I've got 2 if I can. Yeah. For Alan, you mentioned New Zealand and the Women's World Cup. Was there anything that they did there that particularly inspired you that you'd like to see replicated at this World Cup? Great question. I mean, so many things, and so many things off the field. I think what we saw in New Zealand, which is so important for rugby in the future, is players' personalities, not just being projected, but being embraced by fans, by media. I think there's a lot that the men can learn from that, and hopefully with your help, we can bring the personalities of all of the sort of great players we've got in the game alive. So absolutely in those areas, a huge amount of joy around that tournament. Again, fans really getting behind every team. I'm sure we'll see that across the next 7 weeks here in France. I mean, if the team welcome ceremonies that we've seen in recent days are anything to go by, the teams can expect a pretty special welcome
wherever they are on and off the field. So lots of learnings from that respect. And as always, lots of learnings from how we deliver events, how we make sure that we've got the players at the heart of every event. So there's a lot of learnings from that tournament in New Zealand around that we will bring forward, not just into this World Cup, but into the next Women's World Cup in 2025. So yeah, really special time. Thank you. And for the chairman, there's been a lot of talk this morning just about how important strong values are for this tournament and for World Rugby. There's also an outcry and growing calls at the moment about the convicted racist that is part of the French rugby team. So with that being said, are you comfortable with a convicted racist taking to the field during this tournament? Maybe Florian, you start and then Bill. D'abord, je veux commencer par dire que je vous laisse mettre l'oreillette. Voilà. D'abord, je veux commencer par dire que le racisme n'a pas sa place dans le rugby, bien évidemment. S'agissant de Bastien Chalureau, puisque c'est de lui dont vous parlez, il a reconnu des faits de violence, mais il a toujours nié les propos racistes. Et il est en appel, et donc il faut laisser faire la justice et aller au bout de cette décision judiciaire. Voilà notre position. Peut-être en rebond, souligner l'action de l'État pour vraiment précisément éradiquer tous ces phénomènes racistes dans le sport, évidemment comme dans le reste de la société, avec notamment des nouveaux délits, là aussi, qui ont été créés, qui nous permettent d'exclure des stades des auteurs de propos racistes ou discriminatoires, avec également des interdictions judiciaires de stade qui sont automatiques dans ces cas les plus graves. On a également inscrit la lutte contre le racisme au cœur des actions de formation de nos éducateurs sur le terrain. C'est pour nous un point de combat qu'on veut absolument démultiplier à travers les fédérations. Je veux souligner qu'il y a au cœur de la Fédération française de rugby une commission spécifique qui s'appelle la CADET, qui est la commission anti-discrimination et pour l'égalité de traitement. C'est un exemple aujourd'hui pour nous que nous voulons précisément diffuser dans les autres disciplines sportives et avancer dans cette fraternité qui est constitutive des valeurs du rugby, mais du sport plus largement. I think just to add from a World Rugby perspective, and Florian said it, I mean, there's absolutely no place for discrimination of any form in rugby and certainly racism. And you saw the We Are Rugby campaign video, and we're going to really promote that message of inclusivity throughout this tournament and through many wonderful opportunities. I think it's important to recognise, though, and again, Florian mentioned it, that we have to respect the legal process. And here in France, maybe less understood for some of the international media, that presumption of innocence continues because of the appeal that's taking place. So we have to respect that process. But yeah, absolutely no place for discrimination in our sport. I'd also like to think that rugby is an inclusive sport. It's a great sport for doesn't matter what your background is, what colour you are, what religion, that actually when you put that jersey on, everybody's the same. And I think that's a great thing about the game that we have. And it's something that we should be encouraging, inclusivity within our sport. Thank you, Bill. Next question from the floor, please. Please raise your hand. Yeah, just here. Bonjour, Hugo Savy pour News Tank Sport. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez nous rappeler le budget d'organisation de la Coupe du Monde de rugby? Et également, est-ce que vous pouvez nous flécher un petit peu les principales sources de revenus, la billetterie, les hospitalités? Et enfin, vous avez parlé de l'héritage matériel et immatériel. Je voulais savoir aussi qu'est-ce que cela va rapporter en termes financiers au rugby français? Qu'est-ce qui va pouvoir être réinjecté dans les clubs amateurs dont vous parliez, Monsieur Grill? Sur les grands chiffres budgétaires, vous m'entendez? Si on additionne, parce qu'on a plusieurs entités séparées, donc il y a le comité d'organisation stricto sensu, à cela il faut ajouter notre groupement d'intérêt économique, le GIE sur les hospitalités, et on additionne également à l'ensemble du périmètre économique notre centre de formation des apprentis. Donc si on additionne les trois entités, on arrive à un chiffre d'affaires autour de 800 millions, on approche les 800 millions d'euros. Alors après, les grands postes en termes de recettes, c'est bien sûr d'abord la billetterie.
ensuite les hospitalités et enfin le partenariat avec nos sponsors. Sachant que de l'autre côté, les grandes dépenses, ce sont les droits que nous payons à World Rugby pour organiser l'événement et puis après nos frais de fonctionnement. Donc voilà un peu les grandes données économiques de l'événement. Et puis, pour compléter la réponse, s'agissant de l'héritage matériel pour la Fédération française de rugby, on va déjà laisser l'événement se dérouler parce que s'agissant des hospitalités, par exemple, il y a encore de la possibilité que des hospitalités soient vendues jusqu'à la fin du tournoi, donc on verra l'atterrissage final. Mais grosso modo, on parle de 40-45 millions d'euros au global. Un tiers de ce montant ira pour les villes hautes, pour les collectivités villes hautes, pour des projets liés au rugby et liés principalement à des aménagements. On a parlé des enjeux de féminisation, des enjeux d'accès PMR et potentiellement aussi féminisation PMR. Deuxièmement, 70% ira à la famille du rugby et sur ces 70%, un tiers ira à la Ligue nationale de rugby. Et puis le solde sera réparti notamment sur le programme Campus 2023 et puis pour le solde résiduel pour la fédération et des projets de la fédération dont certains à nouveau pour les installations avec le soutien de l'État. Bon, on insiste aussi avec Florian, et ça c'est assez récent, sur l'héritage de projet, en fait, ou le legs de projet, puisqu'en fait, dans le cadre de l'organisation de cette Coupe du Monde, on a développé beaucoup d'initiatives ou de projets qui peuvent avoir comme finalité de ne pas disparaître le 29 octobre. J'ai cité tout à l'heure le fonds de dotation Rugby au cœur. Le Rugby au cœur, c'est une marque finalement qui s'est installée aujourd'hui auprès des clubs de rugby. Là, dans le dernier appel à projet de cette fonds de dotation, on a eu plus de 300 projets qui sont remontés des clubs. Donc on a l'ambition avec Florian de prolonger cette dynamique et de garder la marque, de capitaliser sur la marque Rugby au cœur qui s'est installée. On pourrait citer également le fait qu'on a créé une base de données de fans. On a 1 million de fans qui nous suivent au titre de la Coupe du Monde de rugby, une base de données très qualifiée, puisqu'on connaît l'âge, le domicile, la profession de ces populations. Donc ça aussi, on pourrait le transmettre à la FFR. Et puis on a d'autres projets sur l'inclusion. On a ce beau tournoi national des quartiers, qui va concerner 6000 jeunes dans les quartiers prioritaires. Là aussi, on a commencé à établir une marque quelque part. L'événement est établi, donc on pourrait très bien le transmettre là aussi à la FFR. On a un concours, un appel à photos auprès des photographes amateurs sur le thème des luttes contre les discriminations, par exemple, avec l'UNESCO et Canon, notre partenaire. Ça aussi, c'est quelque chose qui existe. La logistique existe. On pourrait la transférer, la léguer à la FFR. Donc on a comme ça plein de projets immatériels qui vont laisser aussi une empreinte et un héritage très, très, très vertueux pour le rugby français. Peut-être juste pour compléter, je ne sais pas si votre question porte également sur l'héritage économique pour World Rugby, la fédération internationale, mais il est évidemment conséquent. On sait que les revenus générés par une Coupe du Monde de rugby représentent à peu près 90% des revenus de la fédération internationale sur un cycle de 4 ans. Pour 7 Coupes du Monde de rugby, on s'attend à des revenus entre 400 et 450 millions d'euros, et qui sont intégralement réinvestis dans le développement du sport dans le monde, que ce soit par nos actions directes, les tournois et les événements qu'on met en place, ou que ce soit par les financements qu'on apporte à nos 132 fédérations affiliées à World Rugby. Thanks, Michelle. We're going to take one more question from the floor before we go online. Alex, just over there. Thank you. Alex Lowe from The Times. I think probably for Alan, we've just seen 2 international rugby players banned for doping. Oh, sorry, I'll rephrase. Tested positive for performance-enhancing drugs. Does rugby have a doping problem? Can you outline what the testing procedures will be through this tournament? And in a perverse way, would it help reinforce the strength of those procedures if a player was caught at this tournament? Thanks, Alex. Does rugby have a doping problem? I think the evidence suggests no. And again, we're not complacent at all in these areas, but we're really confident in the programs that we have in place. We work obviously, week in, week out, year in, year out with national anti-doping organisations around the world in the preparation for this tournament, and throughout the tournament we're working with the ALFD here in France, a very experienced testing agency.
we've taken, really significant steps to make sure that every team that are in this tournament are tested in and out of competition. During the competition, players will be selected for anti-doping and doping control tests for every match, and indeed testing outside of the match environment too. We've taken the step of retesting every test that was taken in the 2019 Rugby World Cup with the latest, obviously, anti-doping procedures and technology. So I think our regime and our programs are really extensive. There are, occasionally positives that obviously we've seen a couple of recently, but I think, again, the evidence would suggest that we don't have a problem in the sport. Thanks. And just to add to that, there's a session on the anti-doping program for this tournament this afternoon in the operational briefing, where you're going to hear about things like dry blood spot testing, which is being introduced for the first time, which is new technology. So you can hear a lot more this afternoon, so please do join us. We're just going to take a couple of questions online now. Sarah Demou from L'Echo. This is one for Jacques. Can you tell us more about the 17,000 jobs that are being created for the tournament, please? And are these sustainable or contracts that will last for the duration of the tournament? Ah, pardon, je crois. Bah, écoutez, oui, on avait fait, c'est un chiffre qui est assez ancien, en fait, qui date du dossier de candidature avec le cabinet qui nous avait conseillé à l'époque. On avait chiffré effectivement l'impact en termes d'emploi autour de 17 000 emplois. On avait dit emplois préservés ou créés, donc essentiellement dans les métiers du tourisme ou dans les métiers de l'événementiel. On va réactualiser cette étude lorsqu'on aura fini la compétition. On fera un bilan très précis, et d'ailleurs ville haute par ville haute. Mais je pourrais donner quelques exemples. Effectivement, c'est évident que cette Coupe du Monde aura aussi un impact économique significatif. On avait également chiffré les retombées directes et indirectes à 2 milliards d'euros, pas uniquement en termes d'emploi. Les spectateurs étrangers qui vont venir en France, en moyenne, ils vont rester 15 jours dans le pays, puisqu'ils vont suivre 2 ou 3 matchs de leur équipe privilégiée. Et donc, ils vont se déplacer dans plusieurs villes, ils vont consommer des chambres d'hôtel, des restaurants, des musées. Et on a estimé que c'était à peu près un budget de 300 euros par jour pour ces visiteurs étrangers. Voilà, et donc c'est évident que cette Coupe du Monde va créer de l'emploi. Le meilleur exemple que je pourrais peut-être illustrer également, c'est notre formidable projet du Centre de formation des apprentis. Comme vous le savez, on a créé ce CFA Campus qui vise, on a créé 1400 emplois salariés du comité d'organisation qui sont en apprentissage pendant 2 ans. La moitié du temps en formation, des bacs plus 1, des bacs plus 3, des bacs plus 5, et l'autre moitié du temps en apprentissage, donc en stage pratique, essentiellement dans des clubs de rugby, mais pas uniquement, dans des clubs sportifs de façon générale. Ils vont avoir l'opportunité de vivre la Coupe du Monde, ils seront en immersion à la fin de leur période de formation, ils auront une responsabilité pendant la Coupe du Monde, à côté de nos volontaires, à côté de notre personnel, ils auront une vraie expérience très concrète, ils vont vivre la Coupe du Monde, ensuite ils seront diplômés, et ils essaimeront, on l'espère, dans les clubs essentiellement de rugby, pour aider justement le rugby à se structurer, à se professionnaliser, pour accueillir cet afflux de licenciés qui a été mentionné, les 20% de licenciés en plus dans les clubs, ça va être des structurations en termes de personnel. Et puis aussi, on pense qu'un certain nombre iront peut-être rejoindre donc nos amis des Jeux Olympiques, puisqu'on a établi des passerelles très sympathiques avec l'organisation des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques vont mettre en place une passerelle dédiée pour accueillir les apprentis qui voudraient prolonger l'aventure au sein de l'organisation des Jeux Olympiques. Voilà. Peut-être sur les 1400 apprentis, Jacques, on en a 1250 dans le sport, une cinquantaine dans les métiers de la sécurité et une centaine dans ceux du tourisme. Et un engagement de l'État de pérenniser un certain nombre de ces emplois en liaison avec la Fédération française de rugby et le comité d'organisation. Yes. Merci. Final question from online. It's from Elaine Silvergran Tanabe from Nikkei, Japanese national newspaper. 2 parts. I know we've covered some of this earlier, but probably for the sports minister and for Jacques. Why do you think it's important to put efforts into measures relating to decarbonisation in sports events? And she would also like to know if there are any other measures to be highlighted other than the green mobility strategy, such as using existing venues and infrastructure.
Should I take it in French or in English? En français, c'est bon. En français. On est très engagé, comme beaucoup de nos partenaires à l'échelle européenne, mais plus largement mondialement, dans la réduction de cet impact carbone. Et j'ai envie de dire, dans le sport, nous savons que nous avons des enjeux spécifiques liés notamment à l'organisation des circuits internationaux, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, dans un événement comme cette Coupe du Monde de rugby, 85% de l'impact carbone viendra des déplacements internationaux. Donc il y a à long terme des réflexions indispensables qui doivent être menées avec les différents circuits sur ces sujets. Dans cette attente et de manière déjà impactante aujourd'hui, on peut encourager l'utilisation des mobilités. J'ai beaucoup parlé du train. On a également des renforts d'offres qui ont été opérés sur les tramways, sur un certain nombre aussi de dispositifs de mobilité douce. Je pense notamment autour des stades à l'utilisation de formules de type Vélib avec des offres en free floating qui nous permettent de proposer cette expérience plus fluide pour rejoindre les différents stades ou faire les liaisons entre les stades et les villages rugby. La France est extrêmement engagée sur ce sujet. Vous savez que pour les Jeux olympiques et paralympiques, nous avons pris un engagement très fort de diviser par 2 par rapport aux éditions précédentes l'impact carbone de ces Jeux et que nous le faisons à travers une approche qui est très complète, qui ne touche pas seulement les transports, mais par exemple les modalités de construction des ouvrages olympiques avec d'abord un principe de sobriété, faire le plus grand reuse possible des infrastructures et lorsque nous devons en construire, je pense par exemple aux villages olympiques et paralympiques, une utilisation de matériaux, de techniques de construction qui permettent à ce village de n'être que à 45% de l'empreinte carbone que traditionnellement ce type de construction a. Donc c'est très important pour nous. Il faut qu'on continue dans ce domaine-là et également sur la restauration avec l'encouragement des produits du terroir, de l'utilisation des produits locaux pour qu'on ait le moins possible d'impact carbone de ce que nous avons dans notre assiette. Les Français là-dessus nous attendent. On doit continuer à progresser, mais ce sont vraiment des processus, des objectifs très ambitieux qui sont audités, des plans d'action qui sont très complets à 360 degrés et qui nous permettent déjà de baisser significativement l'empreinte carbone. Le dernier mot que je voudrais dire, c'est que dans notre cas du rugby, je vous ai expliqué tout à l'heure justement toutes les mécaniques que nous avons dû instaurer avec l'UEFA, avec la Ligue de foot professionnelle française, pour organiser les répartitions entre football et rugby et s'en tenir à ce principe essentiel pour l'environnement, aux infrastructures existantes pour limiter au maximum l'empreinte carbone de l'événement à l'échelle de notre pays. Je crois que on peut démarrer par dire qu'un événement de cette ampleur et de cette envergure, forcément, il a un impact carbone conséquent. Ensemble, et vraiment on a travaillé en équipe avec France 2023 sur ce sujet, ensemble l'idée c'est 2 choses. C'est d'une part de limiter cet impact autant que possible. Et on a évoqué là un certain nombre d'actions qui ont été menées et le plan RSE plus global et sur la partie impact au climat de France 2023 était particulièrement robuste et ambitieux sur ce sujet. Donc on a parlé des transports et du fait que nos équipes vont voyager majoritairement en train. Mais il y a beaucoup d'autres exemples. L'endroit où on se trouve aujourd'hui est un bon exemple, c'est-à-dire que vous avez un IBC et un Main Media Center, un centre principal des médias, qui sont des structures existantes, ce qui en soi limite l'impact évidemment. Et puis une fois qu'on a fait ça, et encore une fois ça a été extrêmement ambitieux sur cette compétition, il faut considérer le résidu, et on peut passer dans un autre mode que celui qu'évoquait Jacques tout à l'heure, qui est celui de programme d'absorption carbone, dans lequel Jacques a invité toutes les parties prenantes à s'investir, et World Rugby s'est investi en décidant de couvrir un certain nombre d'impacts des populations qu'on gère directement, sur les populations des personnes de notre gouvernance, par exemple, qui viennent à Paris et qui vont donc générer un impact, ou des médias internationaux qui vont se rendre en France et qui eux-mêmes génèrent un impact. Donc on va compenser cet impact-là en participant au plan d'absorption carbone évoqué par Jacques un peu plus tôt.
Merci beaucoup. And that brings us to the end of the formalities. I'd like to thank all of our speakers this morning. I know that's been a long session and a lot of ground to cover, but thank you very much for your time. I'd just like to invite our speakers to come to the front of the stage for a photo with the Webelis Cup. We'll do that now. For everyone else in the room, just a reminder, we have an operational media briefing this afternoon at 2 p.m, where we will run through a number of areas of tournament organisation as backgrounder. So that includes everything from disciplinary process, refereeing and laws, through to anti-doping, etc. So please do join us for that. Also a reminder, we do have media drinks this evening as well, so something a little bit more light and fun where we all get to know each other. And then finally, just from my perspective, I just wanted to say thank you to the team behind the team, our friends from the France 2023 Organising Committee Communications team, media operations team, the World Rugby comms team as well, and our match media officers as they're now known, out in the venues, who will be getting to know you as well when you're on your travels and can answer any questions you have. So on behalf of us, thank you very much. Have a great day. The mix zone will open for broadcast shortly over in the main media centre underneath the main court. Thank you very much.